La guerre en Ukraine, on y vient donc avec ces images qui nous arrivent du Donbass, regardez, et qui permettent une nouvelle fois de mesurer la violence des combats qui s'y sont déroulés et surtout l'état de dévastation de la région. Image prise dans la petite ville de Marinka, 10 000 habitants avant la guerre. On est au sud de Donetsk et on voulait absolument vous montrer ces images de drone ce soir, juste avant d'accueillir notre invité de 22h50. Bonsoir Piotr Tolstoï. Bonsoir, bonsoir. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes le vice-président de la Douma, l'Assemblée russe, en direct de Moscou avec nous ce soir. Ces images, Piotr Tolstoï, de désolation pour nous rappeler la folie de cette guerre que vous avez déclenchée il y a quasiment un an. Pourquoi vouloir raser une ville comme celle-là, Piotr Tolstoï? Personne ne voulait raser aucune ville. Le problème, c'est que avec l'aide occidentale, aujourd'hui, les Ukrainiens ont des vraies pertes. Déjà, ils ont perdu une centaine de milliers de soldats et les combats qui se déroulent sur Donbass prouvent encore une fois que cette attitude européenne, soi-disant solidarité avec l'Ukraine, amène des nouveaux morts dans cette région et dévaste les villes. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas voir l'image, mais j'ai vu ces villes par mes propres yeux quand j'ai été à la ligne du front. Et donc, je peux vous dire que déjà, il y a tout un effort pour renouveler ces territoires. Par exemple, dans Mariupol, qui récemment était comme cette image que vous avez montrée. Aujourd'hui, il y a une centaine de maisons, des nouveaux logements qui ont été construits par la Russie. Vous avez rasé Mariupol et vous récupérez Mariupol derrière anéanti. Et vous avez beau jeu derrière de dire, regardez, on reconstruit. Enfin, c'est le pompier pyromane. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal parce que malheureusement, à cause de votre aide et à cause de votre soutien, la guerre dure déjà un an. Nous, on a le temps devant nous. Mais pour vous, j'ai des doutes que vous avez autant de temps devant l'Europe avec la solidarité. On va en parler ce soir, Piotr Tolstoï, évidemment. Il y a du monde en plateau, vous ne les voyez pas non plus, vous allez les entendre. Il y a du monde en plateau, vous le savez, pour vous interroger. Je salue Elsa Vidal, qui est arrivée avec nous, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Guillaume Ancel, qui est là également, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur d'un casque bleu chez les Khmers rouges aux éditions des Belles Lettres. Merci Guillaume d'être là. Sergei Girnov est là aussi, ancien officier du renseignement du KGB, auteur de L'Engrenage, que veut Poutine, aux éditions Albin Michel. Michel Goya, que je salue. Bonsoir Michel, notre consultant en défense. Ulysse Gosset est là également. Merci Ulysse d'être là. Piotr Tolstoï, je reste sur les images que l'on a vues à l'instant de Marinka et également sur ce que vous disiez sur les morts, sur les victimes. Alors vous allez sans doute contester ces chiffres, mais les Occidentaux, les Norvégiens notamment, l'armée norvégienne, ces dernières heures, estiment que cette guerre a déjà fait 180 000 morts ou blessés côté russe, 130 000 côté ukrainien, en comptant les victimes civiles. Pour quel résultat un an après, Piotr Tolstoï? C'est une boucherie pour rien. Non, pas du tout. C'est pour la victoire dans cette guerre. Mais vous me permettez d'avoir les doutes sur l'information de la marine norvégienne. C'est un peu étonnant qu'ils sont autant au courant de tout ce qui se passe en Ukraine, parce que Norvège est quand même un peu éloignée. Mais il faut que je vous rappelle que durant 8 ans avant le début de l'opération spéciale russe, les Ukrainiens ont bombardé Donetsk et la région de Donetsk pro-russe. Durant 8 ans, ils ont dévasté les villes et les villages. Et ce n'est pas les Russes qui ont commencé cette guerre, c'est les Ukrainiens qui ont commencé cette guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant. Piotr Tolstoï, les pro-russes sont allés voler des terres aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour déclencher une guerre? Écoutez, voler des terres, c'est pas la même chose que voler les vies humaines. À mon avis, pour vous et pour moi, les vies humaines sont beaucoup plus importantes. J'espère que cette guerre va terminer, j'en suis sûr et certain, par notre victoire. Mais plus vous aidez à l'Ukraine, plus long sera la guerre, plus on aura des victimes. Ça, c'est clair pour nous et pour vous, malheureusement, non.
Elsa Vidal, je vous vois déjà réagir au propos de Piotr Tolstoï. Oui, oui, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Je voulais Elsa. revenir sur un propos que vous n'avez pas pu développer, qui était que ça allait être particulièrement difficile pour nous plutôt que pour la Russie. J'imagine que quand vous dites pour nous, vous pensez à l'Europe, ou est-ce que vous pensez spécifiquement à la France? Et en quoi pensez-vous que nous sommes en situation plus difficile que la Russie dans cette guerre? Bah, vous savez, Elsa, c'est ce qui est pour nous était étonnant, c'est qu'après le coup d'État de 2014, nous avons pensé que l'Ukraine va européiser, va devenir plus un pays plus européen. En revanche, on voit que les pays de l'Europe, les pays qui font partie de l'Union européenne, passent à l'ukrainisation. Donc le processus est à l'envers, parce que vous êtes en train de perdre votre souveraineté. Toutes les décisions sont prises à Washington, notamment les décisions à fournir les chars allemands doivent être adoptées à Washington. Vous avez en crise économique, et récemment sur le plateau on a parlé des grèves, mais c'est que le début parce qu'il y aura encore une crise énergétique derrière pour l'hiver prochain. Et donc le troisième trait de cette ukrainisation de l'Union européenne, c'est, si vous me permettez, un peu les déclarations politiques du style carnaval, un peu rigolo, mais en même temps très dangereux pour l'Europe. Parce que quand les Européens disent pas de négociation avec les Russes, on va gagner sur le terrain, j'aimerais bien encore une fois vous rappeler que sur le terrain, 2 fois, l'Europe a perdu à les Russes. Une fois en 1812, quand les Russes étaient à Paris, l'autre fois en 1945, quand les Russes étaient au Berlin. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des problèmes pour l'Europe. Plus vous insistez dans votre solidarité avec l'Ukraine, plus vous aurez des problèmes dans le futur proche. On va parler de cette solidarité. On pourrait relever tout ce que vous dites, évidemment, quand vous parlez notamment du coup d'État de 2014 et de la révolution de Maïdan, que visiblement vous n'avez pas digéré. Ça, on le savait, et vous continuez à parler de coup d'État. Guillaume Ancel. Mais une question, si vous voulez bien, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de Prigojine et de la milice Wagner, cette société de mercenaires et de repris de justice? Vous en avez besoin pour faire la guerre en Ukraine? Votre armée ne suffit pas, elle est incompétente pour mener cette opération militaire spéciale au point que vous ayez besoin de cette société? Bah, écoutez, Guillaume, le rôle est le même que les mercenaires américains, par exemple, qui sont aujourd'hui en Ukraine, les mercenaires canadiens, le régiment qui s'appelle Mozart. J'espère que vous, comme militaire, avec l'histoire, vous connaissez un peu ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Wagner est en train d'éliminer des centaines de mercenaires polonais qui font la guerre contre les Russes en Ukraine. Donc, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'au moment quand il y a cette implication des citoyens de l'Union européenne dans la guerre contre la Russie, quand il y a l'implication par le fournissement de chars, des armements en solidarité avec la pauvre Ukraine, vous êtes sur la glace assez fragile. Parce que Piotr Tolstoï, d'abord, en termes de proportion, la présence de mercenaires occidentaux, comme vous le dites, je pense, n'a rien à voir avec, pour le coup, les milliers, les dizaines de milliers de soldats enrôlés ou soldats ou combattants enrôlés par Wagner. Et simplement, je voulais vous raconter une histoire ce soir, qui était racontée par le Figaro ce matin, histoire publiée ce matin. Ça se passe en Russie, évidemment. Stanislas Bogdanov, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, jeune homme condamné à 23 ans de prison pour avoir torturé et assassiné un magistrat russe à coups d'haltère dans la tête. C'est précis. 23 ans de prison, il en a fait la moitié avant d'être enrôlé dans la milice Wagner et de retrouver aujourd'hui la liberté après avoir combattu pendant 6 mois. Comment est-ce que vous pouvez accepter cela? Vous, le vice-président de la Douma, vous êtes là pour faire la loi en Russie. Comment est-ce que vous pouvez accepter, de céder à un individu comme Prigojine ce pouvoir-là de libérer quelqu'un, de le relâcher après avoir assassiné un magistrat? D'abord, il y a des différents cas de ces gens qui sont dans les régiments de Prigojine, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Nous avons la loi et c'est le président qui signe chaque document sur chaque condamné s'il est libéré. Les gens qui veulent
défendre leur patrie avec l'armée, ils ont droit. Comme, par exemple, les Canadiens, les Américains et les Polonais qui sont en train de défendre l'Ukraine. Mais là, on parle des Russes. Vous validez donc le fait qu'on remette en liberté quelqu'un qui a tué? Écoutez, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais durant la guerre, les gens, ils tuent, oui, effectivement. Et mais là, c'était, vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'était avant la guerre. L'histoire, le scoop de Figaro, c'est quelque chose pour moi tellement évident que je ne comprends pas votre étonnement. Ces gens-là, ils sont en train de défendre les intérêts de leur pays. Et s'ils le font bien, dans un an ou dans un an et demi, ils ont droit d'être libérés, c'est tout. Notre étonnement, Piotr Tolstoï, vient du fait que dans un état de droit comme le nôtre, ça ne pourrait pas se dérouler comme ça, et ça ne se déroule pas comme ça aujourd'hui. Mais je reprends, la question de Guillaume Ancel tout à l'heure, parce que vous n'y avez pas complètement répondu. Attendez, vous n'y avez pas complètement répondu. Est-ce que vous avez besoin de Wagner pour faire la guerre? Sur la Légion étrangère, chez vous. Vous ne connaissez pas les histoires en Afrique. Vous avez oublié Légion étrangère, vous ne l'ignorez pas, puisque vous avez beaucoup travaillé avec la France. Démocratie en Afghanistan et en Irak. Pourquoi vous dites que je suis désolé, mais la Légion étrangère, ça fait partie de l'armée française. Ce sont des soldats d'origine étrangère, mais il n'y a pas de criminels de sang. Vous recrutez des criminels pour aller faire la guerre en Ukraine. Et donc ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'eux? Vous ne sauriez pas faire sans eux? C'est ça, en fait, votre problème? Écoutez, avec eux, on est beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, la libération de Soledar et la libération de Artyomovsk, ça c'est les régiments de Prigojine qui ont fait ça, et donc ça a été reconnu par le ministère de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation entre le président Poutine et M. Prigojine, alors que j'entends par mes contacts au ministère de la Défense russe que la Défense aimerait bien écarter Prigojine parce qu'ils estiment que c'est une armée qui est totalement incontrôlable et qui en fait du tort à l'armée russe. J'ai du mal à comprendre la relation entre les trois. Écoutez, moi, je ne suis pas un expert dans les relations de M. Poutine. Vous n'êtes pas vice-président de la Douma, par hasard? Je suis vice-président de la Douma, donc j'ai été élu durant les élections, mais pas pour étudier les relations entre Poutine et Prigojine. J'ai connu M. Prigojine quand il a travaillé au Kremlin, et on a discuté très bien les recettes de la cuisine russe avec lui. Mais depuis, il a changé... Il aurait peut-être dû rester dans ses cuisines, en fait. Oui, mais il a changé un peu la cuisine, mais il est toujours très efficace. Ça, c'est clair. Malheureusement, si par exemple les gens du ministère de la Défense dont vous avez cité étaient si efficaces sur le terrain, il n'y avait pas la nécessité de Prigojine. Une question, toujours sur Prigojine. Bakhmout, ville qui n'est toujours pas prise par l'armée russe après des mois de combat. Est-ce que ce soir, c'est un échec pour Prigojine ou un échec pour l'armée russe? Non, c'est pas un échec, c'est un échec pour l'armée ukrainienne parce qu'ils ont déjà brûlé à Bakhmout plus de 40 000 soldats, et ça c'est une décision de M. Zelensky assez idiotique. Nous, on est en train d'encercler le Bakhmout, et dans les jours qui viennent, il sera pris, le Bakhmout. Mais il faut quand même que vous compreniez que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça ne va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, c'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors, on verra bien où va s'arrêter l'armée russe. Mais les négociations, elles sont impossibles à partir du moment où vous dites il ne pourrait y avoir de négociations que quand les Ukrainiens accepteront nos conditions. C'est pas ça, de négocier. Non, on ne dit pas ça. Et si vous connaissez les négociations à Istanbul, qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington, on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les a pas laissés de signer avec les Russes aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus long
plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener des négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Vous avez toujours, pardon Piotr Tolstoï, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi à prendre il y a un an. Vous avez toujours ça en tête. On a ça dans nos plans militaires. C'est pas les fantaisies. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir l'année dernière, alors que vous aviez l'avantage de la surprise? Pour l'instant, on va pas avoir les pertes colossales avec la résistance ukrainienne. On va aller petit à petit. Donc, vous inquiétez pas. Ça, c'est la tactique et la stratégie. Ah oui, donc vous avez perdu à Kiev il y a un an parce que vous l'aviez décidé. C'est intéressant. Et vous dites quoi des 700 000 Russes jeunes qui ont quitté le pays, en fait? C'est les estimations du FSB. Je ne suis pas sûr dans ce chiffre-là parce que... Vous n'êtes pas sûr du FSB? Non, mais ce n'est pas FSB qui vous dit ça. Vous avez lu ça dans le journal. Non. Malheureusement, c'est la qualité d'analyse, Elsa. 200 000, 300 000, 400 000. Mais ces gens-là, je peux vous dire, soit ils vont revenir en Russie et ils vont revenir en Russie en condition de participer dans la défense du pays, soit ils vont jamais revenir. Ça, c'est tout à fait clair. Et on va faire tout pour que les gens qui ont refusé leur service militaire en Russie, qui aujourd'hui se trouvent aux alentours d'un Kazakhstan, Arménie, dans les pays voisins, qu'ils ne vont jamais prendre les postes importants ou un grand business dans la Russie de futur. Vous êtes en faveur de la saisie de leurs biens? Non. On peut saisir le bien seulement après le procès, après le jugement. Pour ces gens-là, on ne fait pas un procès. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, comme les citoyens russes, ils payent par exemple 13% d'impôt sur le revenu, mais après avoir resté 6 mois à l'étranger, ils vont payer 30% d'impôt sur le revenu. Donc pour eux, ça serait ça la différence. Piotr Tolstoï, question ce soir en direct sur BFM TV de Sergueï Girnov pour vous. J'ai pas la question, mais c'est plutôt une remarque parce que bon, c'est vrai que Monsieur Tolstoï, on le connaît, donc il a une très très mauvaise foi manifeste quand il fait ses déclarations. On peut reprendre point par point ces déclarations. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que c'est une personne cultivée qui a travaillé pour la France, qui a étudié le français, qui est un journaliste qui a travaillé pour Le Monde, pour France Presse à Moscou, et donc qui a changé complètement de discours maintenant. Mais en fait, ce qui m'a extrêmement étonné aujourd'hui, c'est que M. Tolstoï a osé contredire le président russe. Et donc, est-ce que c'est un rébellion? Parce que le vice-président de la Douma, il a prononcé le mot de guerre, qui est interdit en Russie, pour lequel les gens vont en prison en Russie et sont condamnés à 7 ans de prison. Et M. Poutine dit, nous ne menons pas une guerre, nous menons une opération spéciale. Et M. Tolstoï, depuis toutes ses déclarations, parle de guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, M. Poutine a dit, nous avons commencé cette opération spéciale pour ne pas conquérir les terres ukrainiennes. Et là, M. Tolstoï dit, on ne va pas arrêter cette guerre tant qu'on n'a pas conquis toutes les terres. Et ça, j'adore M. Tolstoï parce que normalement, si vous n'aviez pas l'immunité de la Douma, vous serez en prison normalement. Votre réponse, Piotr Tolstoï. Monsieur Girnov, vous permettez que je vous réponde. Vous avez aussi retourné votre casquette en étant agent KGB. Aujourd'hui, vous êtes analyste sur la télé française. Mais je peux vous dire que l'opération spéciale militaire que vous appelez une guerre en Ukraine va se dérouler jusqu'à ce qu'on ne termine pas le processus de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Par contre, les coups de l'aviation et des missiles russes sur le territoire de l'Ukraine, c'est dans le cadre de décommunisation. Parce que toutes les stations électriques ukrainiennes, tout le potentiel qui aujourd'hui travaille pour la guerre du côté ukrainien, c'est le potentiel créé par l'Union soviétique, donc par les communistes, monsieur Girnov. Mais monsieur Tolstoï, vous répondez pas, notamment, vous ne répondez pas, notamment sur ce que vous disiez, Sergueï, à l'instant, c'est-à-dire vous reconnaissez que c'est une guerre de territoire. Vous êtes là pour récupérer les territoires, ce que ne dit pas Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une guerre de territoire. C'est une guerre pour assurer la sécurité de la Russie qui a été ignorée par
l'OTAN et les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années. Et c'est une guerre pour démilitarisation de l'Ukraine, qui a reçu l'aide militaire de l'Occident et a commencé à recevoir juste après le coup d'État de 2014. Coup d'État parce que c'est votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a garanti à M. Yanukovych que ça n'aura pas lieu et du coup, un coup d'État a eu lieu. Donc, la Russie a garanti. La Russie a garanti en 1994, quand l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires à la Russie a garanti sa sécurité et sa souveraineté territoriale. Et d'ailleurs, vous savez très bien, M. Tolstoï, que vous avez violé la Charte des Nations Unies, que vous êtes condamné par la communauté internationale, par les Nations Unies et par le Parlement. Et la dernière question pour vous, M. Tolstoï. Vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international et j'aimerais avec beaucoup de plaisir, vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu, je vous garantis. Göring disait la même chose en 1945. Et Ulysse Gosset vous répond ce soir. Non. Ulysse Gosset. Oui, vous avez fait référence à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale, mais plus proche de nous, il y a eu cette guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. C'était également une intervention spéciale extérieure, une opération extérieure, qui a duré 10 ans, qui a fait à peu près 16 000 morts officiellement, sans doute plus, mais 16 000 morts et une cinquantaine de milliers de blessés. La guerre en Ukraine, cette opération spéciale, elle a duré 1 an et elle a déjà fait au moins 100 000 morts et blessés russes. Alors, est-ce que cela, c'est pas un échec terrible que d'avoir voulu finalement lancer une opération dans un pays frère, entre guillemets, avoir tué autant d'Ukrainiens, puisqu'on parle également de 100 000 morts ukrainiens. Alors, on a vu les chiffres du général norvégien qui parle, lui, de 180 000 Russes morts et blessés. Est-ce que ça, c'est pas un échec terrible? Et sans parler de Nuremberg, est-ce que vous ne pensez pas que la société russe va demander des comptes pour avoir finalement tué autant de gens, des comptes au régime de Vladimir Poutine? Ulysse, d'abord, commençons par les faits, par les chiffres. J'ai des doutes que le général norvégien connaît les vrais chiffres. Donc, laissons les chiffres à côté. Deuxièmement, mais non, on ne peut pas laisser les chiffres de côté. Un général américain, le chef d'état-major américain, lui-même parle de 100 000 morts. Vous ne pouvez pas les nier, ces morts. Vous avez les idées américaines et les idées des généraux norvégiens. Je peux vous citer les généraux vietnamiens ou les spécialistes sud-africains. Mais donnez-nous vos chiffres alors. Donnez-nous vos chiffres, Piotr Tolstoï. Écoutez, nous, on n'a pas les chiffres ni des morts, ni des blessés actuellement récentes. Mais par contre, c'est ce qu'on a. On a les chiffres des Ukrainiens tués. C'est des centaines de milliers. Besoin de mobilisation alors. Mais pour terminer, pour répondre à votre question sur l'Afghanistan, la situation est tout à fait autre pour nous, pour la société russe et pour le soutien par les gens russes de l'opération spéciale qui est menée en Ukraine. Parce que pour la Russie, c'est une question de survie. C'est une question de survie et de préserver notre souveraineté géopolitique. Tandis que l'idée d'aller en Afghanistan, c'était l'idée un peu communiste de l'époque, de la direction russe de l'époque, de M. Brejnev, d'amener là-bas le régime communiste. Et d'ailleurs, en Afghanistan, les écoles et les hôpitaux construits par les soviétiques fonctionnent jusqu'à présent. Tandis que les Américains, quand ils ont fui de l'Afghanistan, ils ont laissé
que le narcotrafic derrière eux. Non, Donc, mais là, votre idée ça, en c'est une Ukraine, mauvaise l'idée en comparaison. Ukraine de Poutine, c'est d'amener un régime pro-russe à Kiev qui remplacerait le régime de Zelensky. C'est ça l'idée. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas quand même Non. que le parallèle est terrible? 10 ans de guerre, 16 000 morts. 1 an de guerre, 100 000 morts. C'est quand même terrible, d'autant plus qu'il s'agit d'un pays frère, si on vous comprend bien. Non, mais vous Ça ne vous choque pas? Vous commencez, écoutez, Rien ne de nouveau, vous commencez de me citer les idées de M. Poutine. Mais si vous connaissez si bien les idées de M. Poutine, alors pourquoi vous me demandez? Si Poutine pense comme ça, alors il va faire comme ça. Moi, je vous dis, c'est ce que pensent ici les gens qui vivent dans mon pays, qui vivent autour de moi, qui chaque jour amènent les enfants à l'école, qui achètent tout ce qu'il faut pour le front et qui envoient aux soldats russes l'aide, les babouchkas qui font les chaussettes pour les soldats. Je vous dis de ça. C'est ça la solidarité de société civile avec le moment historique qui passe aujourd'hui à nos frontières à sud-est. Mais vous croyez que c'est quelque chose qui est une idée de Poutine. Donc, vous avez cette espèce de appareil analytique un peu paranoïaque. Mais En non, mais général, vous dites qu'il faut les idées de dénazifier Poutine- et qu'il faut remplacer le régime. Donc je dis, vous voulez instaurer un régime pro-russe à Kiev. Mais Non, surtout, ma question, non. c'est Monsieur Tolstoï, est-ce que ce n'est pas quand même terriblement coûteux cette guerre pour les Russes? 100 000 morts, une mobilisation de 150 000 à 300 000 hommes, c'est terrible. Vous allez être marqué pendant une génération. La Russie va payer ce prix. Vous ne trouvez pas ça excessif et inadmissible au XXIe siècle de dépenser autant d'hommes, Non. d'argent et finalement de détruire à la fois l'Ukraine et une bonne partie de la Russie? Non, Ulysse. C'est le prix de notre future liberté et de notre souveraineté. Et ça, on ne peut pas mesurer dans la vie humaine ou dans les territoires. Ça, on mesure dans le futur du pays et de la nation. Si vous regardez aux yeux des Serbes que vous avez bombardés dans les années 90, jusqu'à présent, dans les yeux des Serbes, on voit qu'ils ont perdu la guerre. Les Russes n'ont jamais perdu les guerres comme ça. Et on va Les pas, Russes ont perdu ça des nous guerres. affecte pas les victimes. Bah oui. Oui, on a perdu les petites guerres avec le Japon et en Crimée, vous allez dire, mais les grandes guerres avec l'Europe, Afghanistan. comme celle-ci, La guerre de Crimée, comme vous avez celle-ci, perdu la on n'a guerre de jamais Crimée perdu. aussi. Vous avez perdu la guerre de guerre Crimée. Crimée, Vous avez c'était perdu la une Première petite Guerre mondiale, guerre. vous avez perdu la guerre de Crimée. Attendez, colonel Oui, Goya c'était qui n'a une pas encore petite pris la guerre. parole. Colonel. Non, mais les guerres, vous en avez perdu beaucoup en réalité, bien sûr. Et puis vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes arrivé jusqu'à Berlin. Je rappelle que vous avez été chassé finalement de Berlin. Les troupes soviétiques qui étaient à Berlin, que j'ai vues lorsque je suis passé, ont été chassées de Berlin, ont été chassés d'Europe de l'Est, ont été chassés des pays baltes par la volonté des peuples. C'était pas du tout une action de l'OTAN. Donc ça vous Si, dérange bien pas, sûr. non? Pardon? Bien sûr que en fait, le déclenchement de la PAC de Varsovie et toutes les promesses de l'Occident de ne pas élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières, ça, c'était une mensonge occidentale, mais on les a vus déjà beaucoup, donc on a l'habitude. Et Maintenant, on va vous avez plus obtenu croire la à des- Finlande et la Suède. Maintenant, vous avez obtenu la Finlande et la Suède à cause de votre guerre. Dans l'OTAN. Par votre guerre, Je peux maintenant, vous il y a dire- deux je pays qui peux étaient vous dire- neutres et qui ne voulaient je pas peux vous rentrer dans dire l'OTAN. Maintenant, ils sérieusement sont dans l'OTAN. que Enfin, presque. les moustiques en Finlande sont pour nous. Ils sont pro-russes. Donc faites gaffe, s'il vous plaît. Ça, c'est très dangereux. Les moustiques en Finlande, c'est-à-dire? On n'a pas compris. C'est une métaphore. Parce que les moustiques, il y en a beaucoup en Finlande. Et alors Et ils sont tous pro-russes. Parce qu'ils ont la mémoire des moustiques. Parce qu'avant, c'était ça faisait partie de la Russie. Et les moustiques, ils ont la mémoire. Ah. Juste une dernière question. Attendez, j'ai une image, parce que vous parlez de survie de la Russie. Ouais. J'ai une image à vous montrer. Que se passe-t-il à Moscou et de quoi avez-vous peur? On a vu la semaine dernière apparaître sur un certain nombre de bâtiments dans la ville de Moscou, apparaître des systèmes, des batteries de défense anti-aérienne ces derniers jours, au moins dans 7 bâtiments, d'après les décomptes qui ont pu être faits par Dans le ministère de la Défense. dans le ministère de la Défense, absolument. Il y en a certains qui ont été placés notamment pas très loin de la résidence de Vladimir Poutine. De quoi avez-vous peur? Est-ce que ce sont les drones ukrainiens qui vous font peur? Il existe les drones ukrainiens. Les Oui, drones, à Engels, les oui. drones utilisés par l'armée ukrainienne. À Engels, oui.
À 2 reprises, le 5 et le 25. Peut-être c'est de nouveau les moustiques de Finlande ou les mouches de l'Estonie qui nous font peur. C'est pour ça que vous déployez des batteries antiaériennes. On prend les mesures de précaution si jamais les Ukrainiens vont utiliser les armements américains à longue distance. Ça, évidemment, on prend les mesures pour protéger la population civile à Moscou. Qu'est-ce que vous étonne? Nous sommes en guerre et on va continuer cette guerre jusqu'à notre victoire. Donc, tous ces moyens-là, c'est tout à fait normal dans un pays qui, aujourd'hui, est en affrontement militaire. Donc, vous pensez que la guerre, parce que vous avez bien utilisé le mot guerre, la guerre va déborder, peut déborder encore plus sur le territoire russe? Non. Non, je ne pense pas. Oui, c'est vrai que c'est Pourquoi? Parce que vous venez de nous dire le contraire. J'ai pas peut-être compris votre question, mais... Non, mais parce que vous venez dire que vous vous protégiez éventuellement contre le fait que les Ukrainiens utilisent des armes américaines, occidentales, à longue portée contre le territoire russe. Donc c'est votre crainte aujourd'hui? Non, mais ça a été dès le début. Donc les forces antiaériennes étaient installées autour de Moscou et autour de toutes les grandes villes dès le début. Par exemple, dans la région de Belgorod, qui est sur le territoire russe, les Ukrainiens bombardent les villages régulièrement. Malheureusement, on a ce problème sur notre territoire depuis le début de l'opération militaire spéciale. Est-ce que vous êtes favorable, Monsieur Tolstoï, est-ce que vous êtes favorable au déclenchement d'une vaste offensive de printemps de la Russie pour reprendre les positions qui ont été prises par les Ukrainiens? Est-ce que c'est dans les plans qui sont en train d'être élaborés? Est-ce que ça serait pour vous quelque chose de nécessaire pour que la guerre soit gagnée par la Russie, comme vous dites? Pour moi, c'est nécessaire avant printemps et pas seulement les territoires que l'armée russe a laissés aux Ukrainiens, mais Dniepr, Odessa, Kiev et les autres grandes villes. Donc, ce que nie M. Poutine. M. Poutine a affirmé que la Russie n'est pas venue en Ukraine pour gagner les territoires. M. Tolstoï, vous commettez encore une fois, vous contredisez votre président. Il a tout à fait raison. On n'a pas là pour gagner les territoires, mais pour gagner toute l'Ukraine et pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. À un moment donné, on est en train de faire une décommunisation de l'Ukraine avec leur infrastructure énergétique, mais on va continuer. Monsieur Tolstoï, pour des raisons techniques, on va devoir couper quelques secondes avec vous pour relancer la machine. La publicité. Non, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. C'est vraiment un problème technique pour qu'on puisse continuer l'interview. Donc, il y en a vraiment pour 15 secondes. Ça va couper. On va revenir avec vous dans une quinzaine de secondes. On va faire ça maintenant. Voilà, il y a encore plein de sujets à aborder avec vous. On va entendre notamment Volodymyr Zelensky qui, ce soir, dénonce la déportation de 2000 Ukrainiens vers le territoire russe. 2 millions d'Ukrainiens vers le territoire russe. On a l'extrait ce soir de Volodymyr Zelensky. On a d'autres sujets, notamment savoir comment la Russie de Poutine et Tolstoï réagirait en cas de livraison par la France de chars Leclerc. Ça aussi, c'est un sujet important qu'il va falloir aborder. On est en train de reconnecter les fils, le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu avec le fil bleu. Ça devrait marcher dans une seconde. On va écouter, avant de retrouver Piotr Tolstoï, on va écouter justement ce que dit ce soir Volodymyr Zelensky sur la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers la Russie. Sur tout le territoire temporairement occupé par les troupes russes, le brigandage règne. Tout ce qu'ils n'ont pas détruit, ils le volent et l'expédient en Russie. Tout. Les Russes volent des céréales et des machines agricoles aux agriculteurs ukrainiens. Les occupants démantèlent les usines et envoient le matériel en Russie. Des entrepôts, des magasins et des maisons sont pillés. Et ils kidnappent des gens. Ils voient les gens comme une ressource. Environ 2 millions d'Ukrainiens ont été emmenés de force en Russie. Ils ont été déportés. Elsa, c'est le chiffre le plus élevé jamais donné par les autorités ukrainiennes. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très présent dans l'inconscient et dans l'inconscient de cette région, pour une bonne raison, c'est qu'historiquement, les déportations, ça a été une manière d'intervenir sur le territoire ukrainien, une manière non pas russe mais soviétique, et notamment la Crimée qu'on aime beaucoup à dépeindre comme depuis toujours russe.
Elle était essentiellement peuplée de Tatars qui ont été déportés, qui n'ont pu revenir que dans les années 80. Et après la déportation de ces Tatars, on a soviétisé la Crimée, ce qui voulait dire aussi la russiser. Donc la déportation, c'est une des techniques, effectivement, de la politique étrangère russe et puis de ce qu'on appelait la politique des nationalités au sein de l'URSS. C'est vrai que ça avait été documenté, notamment des déplacements forcés qu'on peut apparenter à des déportations d'Ukrainiens passés par des camps de filtration. Il y a eu beaucoup de déclarations aussi sur des enfants ukrainiens envoyés de force en Russie, dont certains ont pu être rapatriés, à peu près 200, il me semble, qui ont été évoqués par la procureure ukrainienne. Guillaume Ancel. Peut-être que c'est l'aspect le plus odieux dans la déportation, c'est celle des enfants. Sous des prétextes sanitaires où tous les prétextes passent, la Russie a mis en place une captation des enfants qui, une fois qu'ils seront installés en Russie, ne seront plus traçables. Et de voler ces enfants à une société, je ne crois pas qu'on puisse commettre de crimes le plus ignoble. Ça me fait penser à ce qu'on a fait à d'autres époques contre les Indiens d'Amérique. Et je trouve ça parfaitement effrayant de se comporter de cette manière. Je croyais qu'on avait changé de siècle. Mais je m'aperçois que dans la Russie éternelle, on en est encore au kidnapping d'enfants. Piotr Tolstoï, on a retrouvé la liaison, on a rétabli la liaison pour reprendre cette interview. On vient d'entendre Volodymyr Zelensky qui dénonce ce soir officiellement la déportation de 2 millions d'Ukrainiens vers le territoire russe. Déportation forcée. Pourquoi commettre ce genre de crime au XXIe siècle ? D'abord, je n'y crois aucun mot de M. Zelensky. Deuxièmement, si vous avez vu les chiffres des Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine durant la guerre, vous connaissez que 7 millions d'Ukrainiens sont partis en Europe et 2,5 millions d'Ukrainiens sont partis en Russie, notamment avec ses enfants. Évidemment, pour vous, dans ces narratives anti-russes, c'est facile d'accuser la Russie des crimes du Moyen-Âge. Mais la Russie ne vole pas les enfants. La Russie a organisé évacuation des enfants qui ont été sous les bombes ukrainiennes. Malheureusement, ça dure déjà un moment et les Ukrainiens cachent leurs chars et leur artillerie dans les quartiers où habitent les gens. Évidemment, après que l'armée russe libère ces villes, on organise l'évacuation des gens qui ont supporté le blocus ukrainien et les tirs et qui ont survécu durant cette guerre dans les villes. On les évacue dans des autres régions de Donetsk où ils seront en sécurité et ils seront pas bombardés. Vous parlez de chiffres. Vous contestez de chiffres. Il y a les chiffres, il y a les témoignages aussi qui s'amoncellent depuis des mois maintenant sur ces mères de famille qui ne revoient plus leurs enfants qui avaient été emmenés par exemple dans des camps de vacances et les enfants ont disparu. On a ces témoignages-là. Pas un, pas deux, il y en a des dizaines de témoignages comme cela ces derniers temps. On parle bien de déportation forcée. Non, malheureusement, c'est des mensonges et des trucs inventés par les journalistes pour diaboliser encore mon pays. Mais ça ne va pas passer parce que tous les enfants qui ont été envoyés dans les camps des vacances, par exemple du Kherson, une ville qui était sous le contrôle russe durant tout l'été, ils ont été évacués avec leurs parents. Et on a les témoignages, nous aussi, de notre côté. Mais malheureusement, votre démocratie et votre liberté de parole ne nous permet pas de vous présenter ces témoignages. Si vous avez remarqué, durant toute l'opération spéciale militaire, à partir du premier jour, la propagande officielle occidentale a refusé de donner la parole à des Russes. Et cette interview avec vous, c'est une rare possibilité de donner l'opinion russe à la télévision française. Piotr Tolstoï, on reçoit régulièrement, par exemple, Alexander Makogonov, depuis le début de la guerre, sur notre plateau, mais sur d'autres chaînes aussi. Vous parlez des médias occidentaux, je parle des médias français. Alexander Makogonov, votre représentant ici, en tout cas porte-parole de l'ambassade de Russie, est régulièrement interviewé. C'est la deuxième interview qu'on fait. La dernière, elle remonte à quelques mois. C'est la deuxième interview que l'on fait ensemble sur ce plateau. Vous avez aussi la parole. Le problème, c'est que cette parole, vous ne reconnaissez même pas les évidences. Pauline Simonet. Oui, moi j'allais vous demander si vous n'avez pas finalement déjà perdu cette guerre en quelque sorte. Parce qu'on s'approche de cet anniversaire d'1 an de la guerre. On pensait que vous, en tout cas vous pensiez remporter cette guerre en quelques semaines à peine. Et là, 1 an après,
vous n'avez remporté quasiment aucune victoire, aucune grande ville. Est-ce que finalement, vous ne considérez pas, si vous êtes honnête, que cette guerre, vous l'avez déjà perdue face aux Ukrainiens? Non, Colline. Malgré qu'aujourd'hui, tout le bloc militaire d'OTAN participe dans cette guerre par l'armement, munitions, approvisionnement de l'armée ukrainienne, la Russie va gagner cette guerre. Et ce n'est pas un an, on a l'éternité devant nous. Donc, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, on va gagner cette guerre et on va, avec vous, faire une analyse des bilans de tout ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine à partir des années 90 jusqu'au, par exemple, 2025. Colonel Goya. Oui. Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur le territoire de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Comment réagirez-vous, au-delà de vouloir les brûler, si, par exemple, la France, pour préciser la question du colonel encore, si la France livre à l'Ukraine des chars français, des chars Leclerc? On a très très peur. Vraiment, on est paniqué. Vous pouvez livrer aux totalités l'Union européenne avec les chars grecs. Vous pouvez livrer aux Ukrainiens 200 chars. Vous croyez que pour l'armée russe, c'est un problème de brûler 200 chars? Je peux vous donner un autre peut-être matériel pour l'analyse. Vous avez refusé le gaz russe. Aujourd'hui, vous êtes en train d'acheter le gaz américain 3 fois plus cher. Vous allez fournir vos chars aux Ukrainiens. Et récemment, vous allez acheter les chars américains, les Abrams, 3 fois plus cher. C'est ça la guerre, le prix de la guerre en Ukraine pour l'Europe. C'est votre choix. Personne ne vous empêche, mais on n'a pas peur de vos chars. Quand on voit les difficultés de l'armée russe depuis 1 an, alors que l'Ukraine n'a pas les chars occidentaux, on peut avoir des doutes sur ce que vous nous dites là, si les Occidentaux se mettent à livrer aussi des chars lourds à l'Ukraine. Mais vous pouvez avoir les doutes, de toutes les façons, c'est votre droit. On est dans les pays démocratiques. Je vous dis, c'est ce que ressentent les Russes par rapport la question de Monsieur Colonel, c'était ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec les chars de l'OTAN qu'on va fournir en Ukraine? On va les brûler, comme tous les gens qui vont venir avec ces chars. Oui, parce que c'est clair que les Ukrainiens ne peuvent pas guider les chars Leclerc ou les chars Léopard. Attendez, vous attendez. Tous les spécialistes... Piotr Tolstoï, pour parler concrètement, vous attendez à ce que s'il y a des livraisons de chars occidentaux, il y ait à l'intérieur de ces chars des soldats occidentaux? Pour vous, les Ukrainiens ne pourront pas s'en servir? Mais bien sûr, parce que je ne sais pas si peut-être vous pouvez demander, monsieur le colonel, pour avoir le service technique d'un char, il faut toute une équipe qui fait ce service après chaque bataille. Il faut avoir un opérateur qui est qualifié, qui connaît comment on peut guider ce char. Donc, vous ne pouvez pas, du coup, fournir les chars et imaginer que les Ukrainiens vont attaquer avec ces chars les Russes. Mais de toutes les façons, quoi que va se passer avec les chars, ils seront brûlés. Ça je peux vous garantir. Colonel Goya, sur ce point-là spécifiquement. Non mais, Monsieur Tolstoï, ça s'apprend. Hein. On a fourni des matériels d'artillerie également assez complexes. Ce sont les Ukrainiens qui les utilisent. Ce sera la même chose avec les chars de bataille que nous fournirons. Les Russes, d'ailleurs, la même chose. Ils fournissent les chars au monde entier et d'autres pays apprennent à utiliser les chars russes. Mais Piotr Tolstoï, on a l'impression finalement qu'il n'y a pas beaucoup de réaction du côté de la Russie. Est-ce que, après tout ce qu'on a vu, les armes qui ont été fournies les unes après les autres par les pays occidentaux, on a l'impression finalement que vous n'avez pas vraiment de moyen de réaction? On n'a pas peur des armes qui ont fournies par les Occidentaux parce que chaque jour, dans tous les bilans du ministère de la Défense, on a 2 systèmes artillerie français qui est éliminé. On a 3 systèmes HIMARS américaines qui sont bombardés. Donc, vous inquiétez pas, tout ça va se retrouver, je ne sais pas, en Turquie pour le métal très bientôt.
Et on a bien compris, pardon, mais si, comme vous n'avez pas peur des armes occidentales, vous vous protégez en mettant des batteries de défense antiaérienne à Moscou. C'est pour ça que vous les mettez là. Guillaume Ancel. J'ai une question. Je comprends pas, Piotr, la stratégie militaire du président Poutine. Il a accepté une vague, une campagne de terreur en tirant des dizaines de missiles pratiquement par jour contre soi-disant des cibles d'infrastructures énergétiques. Mais par exemple, le 14 janvier dernier, à Dnipro, c'est un missile Kh-22 qui a été tiré. Et vous le savez comme moi, c'est un missile qui a été retiré du service en 2007 parce qu'il est très peu précis et qu'il emporte une charge d'une tonne qui fait des dégâts considérables. Et du coup, ce missile a fait abattre un immeuble complet d'habitation avec plus de 72 appartements. Il a fait au moins 45 morts. C'est ça le ciblage, la capacité de l'armée russe, ou c'est juste parce que vous avez même plus les munitions nécessaires pour pouvoir les guider sur vos objectifs? Écoutez, les histoires que les Russes n'ont plus de munitions, ça dure déjà des mois. Je n'ai pas dit ça, je dis pourquoi vous lancez un missile que vous savez complètement obsolète et qui va faire des destructions massives dans une ville. C'est comme ça que vous libérez une ville, c'est ça? Ok, permettez-moi de répondre. Alors, on n'a pas le déficit de munitions. On va tirer encore, on a beaucoup de missiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez demandé la stratégie de M. Poutine. Oui. Peut-être la stratégie de M. Poutine, c'est la stratégie pour ne pas que vous le compreniez. C'est ça la stratégie. Ah oui, ça c'est sûr qu'on le comprend pas. C'est clair que vous êtes déjà dans le vague. Et ce qui concerne cette histoire sur Dniepr, donc c'est la missile antiaérienne ukrainienne qui a abattu le missile russe sur l'immeuble. Ça a été reconnu même par les officiels en Ukraine. Donc, tous ces histoires que les Russes... C'est faux, je tiens à vous le dire, Piotr, parce qu'il y a un journaliste de Russia Today qui a essayé de me vendre cette histoire, cette sornette, que c'était un missile anti-aérien ukrainien qui avait détourné le Kh-22. Ouais. Sauf que si vous aviez un tout petit peu de connaissances militaires, vous sauriez qu'on ne sait pas intercepter un missile Kh-22. Donc, c'était même pas envisageable. Et quand vous avez tiré ce missile Kh-22, vous saviez que vous alliez commettre des destructions massives. Mais c'est très intéressant ce que vous dites quand vous expliquez que même Poutine a une stratégie incompréhensible, parce que je pense que globalement, le chaos de cette guerre, c'est à cause d'un tyran chaotique. Et quand je vois par qui il est entouré, je comprends qu'il n'y arrivera pas. D'abord, j'ai toujours le plaisir de vous entendre, mais si vous me permettez de finir la parole, ça serait très gentil. Donc, je vous dis que la stratégie militaire russe est construite de telle façon que ni Français, ni les Européens, ni les Américains ne le comprennent pas. Ça, c'est plus ou moins clair, et j'espère que vous avez eu le temps pour analyser l'absence de votre compréhension en stratégie. Ce qui concerne la missile ukrainienne qui a détourné la missile russe sur la maison, ça c'est une chose, pour nous en tout cas, prouvée. Vous êtes dans votre paradigme des mythes construits par la presse occidentale, vous pouvez rester dans ce paradigme. Mais je peux vous dire une autre chose qui peut-être va vous intéresser. Si la Russie visait les civils dans cette guerre, on était déjà plusieurs fois à Kiev. On a l'armement qui peut brûler des kilomètres de front en avant, mais on ne l'utilise pas justement parce que les Russes ne visent pas les civils dans cette guerre. 30 000 déjà victimes. 30 000 déjà victimes, Piotr Tolstoï. 30 000 victimes civiles, morts ou tuées, morts ou blessés, pardon. 30 000. Minimum 30 000, Piotr Tolstoï. Mais vous sortez ces chiffres d'où dans votre Mariupol, tête, la ville Mariupol, vous l'avez rasée. 30 millions. Mais je vous dis 30 000, je vous dis 30 000. Sergei Girlov, ensuite Ulysse Gosset. Sergei Girlov. Petite question, M. Tolstoï, vous étiez tellement sûr que vous avez la force russe qui va bien évidemment détruire tout le temps et le monde entier. Où est-ce que se trouve... tout le temps, seulement les chars. Attendez, laissez-moi finir de vous poser la question, vous répondrez après. Ouais. Vous êtes fier de votre armement. Où se trouve votre char Armata que vous avez présenté pendant des années?
Où se trouve ce char Armata sur les champs de bataille? Pourquoi M. Poutine a limogé M. Rogozine? Parce que justement, M. Rogozine n'arrivait pas à fabriquer les missiles, y compris Sarmat. Pourquoi M. Poutine a limogé son responsable de l'agence cosmique? D'abord, le départ de Rogozine n'a rien à voir avec les Sarmat. Sarmat, ils sont construits et ils sont aujourd'hui dans l'armée russe. Deuxièmement, ce qui concerne les chars Armata, ils ont été remplacés par les chars T-90, et vous le connaissez bien, ça c'est les chars mieux que les chars américains Abrams. Mais je peux vous dire que évidemment, comme dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel pays du monde, la Russie a des difficultés à avoir beaucoup d'armements en même temps. Mais comme vous peut-être déjà remarqué, on n'a pas ni le déficit du char, ni le déficit des missiles, ni le déficit des bons commandants sur le terrain dans l'armée. On a malheureusement beaucoup d'armements et beaucoup de munitions qui arrivent en Ukraine de l'Europe. Mais on va tôt ou tard en finir avec ça aussi. Parce que ça n'est pas fini. Et on a bien compris, c'est là déjà que ça n'était pas fini. On va finir avec d'abord les électrostations, après les ponts et les tunnels par lesquels vous êtes en train de fournir l'armement en Ukraine. Ça ne va pas tarder, mais étape par étape, on s'approche à notre but de cette opération spéciale militaire. Donc, de quel pont et de quel tunnel vous parlez, Piotr Tolstoï? De quel tunnel? Le tunnel dans les montagnes de Carpates, où arrivent les trains de Pologne sur le territoire ukrainien. Ulysse Gosset. On a bien compris, Monsieur Tolstoï, que la guerre serait longue. La question que je me pose, c'est comment vous voyez la relation entre la France et la Russie. La France fournit des armes de plus en plus puissantes, l'Allemagne aussi, mais entre Paris et Moscou, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous envisagez que cette guerre longue puisse déborder les frontières de l'Ukraine et qu'on entre dans un conflit avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la France? Est-ce qu'il y a un risque que cette guerre devienne une guerre en Europe et pas simplement aux frontières de l'Europe? Écoutez, quand vous me demandez si la France est un ennemi, la France mène contre mon pays une guerre économique déjà 8 ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez reconnu, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux militaires. Donc, bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi. Comme d'ailleurs l'Allemagne, comme d'autres pays de l'Europe qui aujourd'hui participent à une guerre du côté ukrainien de façon militaire, qui aujourd'hui ne donne pas aux Ukrainiens la possibilité d'avoir les négociations avec les Russes et ne donne pas la possibilité de terminer la guerre. Donc c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre. Ce qui concerne le futur, vous demandez si, par exemple, cette guerre dure encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, s'il ne va pas déborder le territoire ukrainien. On va voir, ça va dépendre de votre participation, de la participation des pays de l'Europe dans cette guerre. Vous allez maintenant donner les chars, après vous allez donner des avions, après vous avez envoyé légions étrangères ou je ne sais pas quoi. Donc, dès que les soldats étrangers seront sur le territoire de l'Ukraine, les soldats de l'OTAN, pour nous, ça serait, comme aiment dire les Américains, une ligne rouge. Donc, tout dépend de vous, en fait, dans cette guerre et dans le futur de cette guerre. Nous, on n'a aucun intérêt de continuer ça pendant 2 ans ou 3 ans. Ce que l'on voit, c'est que vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé, Piotr Tolstoï. Vos lignes rouges, elles ont beaucoup reculé. Quand on voit la globalité de toutes les armes occidentales qui ont été livrées aux Ukrainiens, en réalité, vous ne pouvez pas réagir face à ça. Vous ne savez pas réagir face à ça. Là, aujourd'hui, vous nous dites que la prochaine ligne rouge, ce sera quand des soldats occidentaux viendront faire la guerre sur le sol ukrainien, ce qui n'est pas du tout prévu, évidemment. Mais si cette ligne rouge, si c'est votre ligne rouge aujourd'hui, avant ça, il y a beaucoup d'étapes, notamment en termes d'armement. Les chars, l'aviation, effectivement, vous-même vous le disiez, ça va en faire des armes contre vous. Non, mais quand vous dites beaucoup d'États, vous pensez que
tous ces États, c'est les États de l'Union européenne, Grande-Bretagne, les États-Unis et Australie. Évidemment, je parlais beaucoup d'étapes. Des étapes. Oui, Australie. Oui, oui. Et donc, quand les gens ils se réunissent contre la Russie, pour nous, c'est pas quelque chose, c'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose très paradoxal parce que ça a été déjà dans notre histoire. Donc, nous sommes prêts. Quand vous dites que les chars, c'est une ligne rouge, je vous ai dit, ils seront brûlés comme étaient à l'époque brûlés les chars allemands sur le territoire ukrainien. On va juste répéter l'histoire. Parce qu'en fait, les Ukrainiens, ils mettent les mêmes symboles sur les chars que mettaient les troupes d'Adolf Hitler. Malheureusement, ils ne sont pas les nazis. Non, non, ils mettent le même symbole, mais pour les Français, ils ne sont pas les nazis. Ils sont les victimes de la politique agressive de la Russie. Donc, on va éliminer tout ce public et on va s'arrêter à la frontière ukrainienne et on va regarder dans les yeux à des politiciens européens qui appellent sans cesse à accélérer la guerre et gagner la guerre sur le terrain. Donc, on va regarder à les yeux au monsieur Borrell ou à les autres grands politiciens qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent gagner la guerre contre la Russie. Et on va attendre leurs propositions sur le futur monde, sur la future sécurité européenne. Vous inquiétez pas, ça va venir très vite et on va pouvoir discuter ça dans votre studio. Qu'est-ce que vous pensez de la Turquie, puisque la Turquie, bien qu'elle n'applique pas les sanctions économiques, livre massivement des drones à l'Ukraine, il livre aussi des drones à l'Azerbaïdjan, alors que la Russie d'ordinaire défend l'Arménie. Pourquoi vous ne qualifiez pas la Turquie d'ennemi ? Ils sont très malins, les Turcs, parce qu'ils n'ont pas osé exploser les gazoducs comme ça fait les Européens. Donc, vous ne répondez pas à ma question en fait. Pourquoi vous ne les blâmez pas pour les livraisons d'armes ? Pourquoi vous ne les qualifiez pas d'ennemis alors qu'ils livrent des armes qui permettent d'attaquer le territoire russe à l'intérieur et vous ne dites pourtant rien à Erdogan ? Parce que avec la Turquie et avec M. Erdogan, on a d'autres terrains de coopération, notamment coopération économique, importants pour nous dans cette période. Donc l'économie est plus importante que le militaire ? L'économie est plus importante que le militaire ? L'économie, c'est important, mais j'ai dit que les Turcs, ils n'ont pas osé exploser les gazoducs. C'est ce qu'ont osé les Européens ou les Britanniques ou les Américains, je ne sais pas qui. D'ailleurs, vous ne savez pas qui a fait exploser le Nord Stream ? Non, moi, j'enquête pas. Vous non plus. Oui, M. Tolstoy, au fait, on a eu des preuves. Ça fait quand même plusieurs mois que vous annonciez la fourniture de preuves accablantes sur l'application britannique. C'est comme avec 30 millions des civils ukrainiens qui sont morts. On a dit 30 000. Vous savez très bien que j'ai dit 30 000. Vous pouvez répéter 30 millions, j'ai dit 30 000. Il n'y a aucun problème et je maintiens le chiffre. Monsieur vous avez parlé d'économie, vous avez dit la Turquie est un partenaire économique important. Bon, le volume des échanges entre la Russie et la Turquie est nettement inférieur à celui que la Russie avait avec l'Europe. Et en fait, vous avez provoqué les sanctions avec votre principal partenaire économique qui vous permettait de gagner de l'argent et en plus qui vous vendait tout ce que vous ne produisez pas. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de sensé ? Mais ce n'est pas nous qui avons entendu les sanctions contre les Européens, c'est les Européens qui, après Washington et Londres, on entendait les sanctions contre la Russie. Et ce n'est pas votre décision, ce n'est pas une décision européenne. C'est la décision qui a été prise à Washington. Pour nous, c'est clair, parce que pour l'Europe, ça n'a aucun sens de mener une guerre économique contre la Russie. La Russie était le seul votre ressource pour rester comme la civilisation dans le futur monde. Il y a la Chine, les États-Unis, l'Europe aura pu être, mais malheureusement ne le sera pas, à cause de toutes ces décisions et notamment à cause de l'opération militaire en Ukraine. Mais ça, c'était votre choix. Nous, on était toujours pour la coopération avec l'Europe. Nous avons beaucoup de téléspectateurs, Monsieur Tolstoy, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui, en vous regardant,
se demande si vous vivez sur la même planète que nous ou bien si vous n'êtes pas dans un monde parallèle. Non, c'est vrai, vous avez raison. On vit dans des planètes différentes parce que par les narratifs américains, par le mensonge que vous distribuez entre les téléspectateurs, notamment en France et en Afrique, vous avez complètement changé, vous avez détourné l'image du monde dans lequel vous êtes. Vous croyez que vous êtes le centre du monde, tandis que avec 75% des entreprises qui travaillaient en Russie avant le début de l'opération continuent de travailler. Ils ont juste changé leur juridiction. Il y en a la plupart du monde entier continue à coopérer avec la Russie et cette coopération aujourd'hui se développe beaucoup plus vite qu'à l'époque quand on avait la coopération avec l'Europe. On arrive au bout, Piotr Tolstoï. La vraie image, malheureusement, vous échappe parce que vous regardez dans le monde du votre coin européen. Mais je vous rappelle que le plus grand pays de l'Europe, c'est la Russie. Merci Piotr Tolstoï, merci à vous. Je suis obligé de vous couper, merci à vous. On arrive au bout de cette interview. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à tous les 6 d'avoir été avec moi ce soir pour cette interview.